Bienvenue à tous. On commence avec cette rencontre entre le président Joseph Kabila et les gouverneurs des provinces, le ministre de l'Intérieur, de la Santé, de l'Agriculture et celui de l'EPSP. Objectif, évaluer les niveaux d'exécution des recommandations de la conférence des gouverneurs qui s'était tenue à Kananga au mois de mars dernier. Conclusion, le rythme d'exécution des projets devra être accéléré et la prochaine conférence des gouverneurs se tiendra à Mbandaka. Le souci d'accompagnement, c'est ça, avoir un sens de responsabilité. Le chef de l'État a tenu, quelques mois après la conférence des gouverneurs tenue à Kananga, à regrouper autour de lui le gouverneur de province et les membres du gouvernement pour faire une évaluation du niveau d'exécution des recommandations. Il était question d'évaluer le niveau de mise en exécution des recommandations issues de la dernière conférence des gouverneurs tenue au mois de mars 2013 à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï occidental. Il est important que, même si on doit construire le pays pendant des dizaines d'années, que nous commencions à poser des jalons aujourd'hui. Et la manière, la bonne de poser des jalons, c'est de raffermir la décentralisation à laquelle le chef de l'État tient sincèrement. Voilà pourquoi, en évaluant les recommandations de Kananga, le chef de l'État a rappelé aussi bien au gouvernement qu'au gouverneur que chacun, là où il est, doit, dans ses comportements, faire en sorte que la décentralisation constitue la préoccupation majeure de chacun, parce que c'est de là que découle le développement. Autour du président de la République, tous les gouverneurs de province, quelques ministres invités ont passé en revue, recommandation par recommandation, et jugé du niveau d'exécution dans les provinces, de la situation sécuritaire, la révolution de la modernité, l'agriculture en RDC. Deux travaux sont exécutés, mais seul le rythme devra être accéléré. Le niveau d'exécution est assez timide et les raisons sont perceptibles. Il s'agit des raisons d'ordre politico-sécuritaire, des raisons d'ordre administratif et surtout les raisons financières. Un accent particulier a été mis pour l'avancement rapide de l'agriculture en RDC. La prochaine conférence des gouverneurs se tiendra à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Mais la date reste à fixer. Direction le Palais du Peuple, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, s'est entretenu avec les présidents des commissions permanentes de la Chambre basse du Parlement congolais. La programmation de loi en plénière était au centre des échanges. Essentiellement budgétaire, la session de septembre devra connaître l'accélération des travaux en plénière comme en permanence après les directives données au cours de cette réunion. Crispin Chibasso. Après la tenue des assises des concertations nationales, pas de repos pour le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndialandjoko, ainsi que les députés nationaux. Conscient de la nécessité de voter des lois, le président de la Chambre basse a réuni le président de toutes les commissions permanentes, organes techniques de la Chambre basse du Parlement congolais pour des orientations. Ainsi passé au peigne fin le calendrier de cette session parlementaire ouverte le 16 septembre dernier. On fait une évaluation sur le calendrier de la session du mois de décembre. Comme vous savez, elle est essentiellement budgétaire, mais il y a aussi d'autres lois qui étaient, comme nous avons l'habitude d'appeler, des arrivées législatives. Donc nous devions faire un tour d'horizon sur ce calendrier parce que, comme vous le savez aussi, les travaux parlementaires ont connu un petit problème avec le déroulement des concertations nationales. Donc il était important qu'il puisse réunir autour de lui le président des commissions permanentes. Nous avons examiné tous ces problèmes pour lancer et reprendre nos plénières comme d'habitude. Appelés à accélérer le rythme du travail, les 7 commissions permanentes devront doubler d'efforts pour une production législative conséquente. C'est le désamour au sein du M23, des nouvelles en provenance du Nord Kivu font état de graves dissensions au sein du mouvement rebelle, précisément entre les éléments Tutsi du Vatanguer colonel Makoma et les éléments Hutu du colonel Kachere qui voudraient attendre des conclusions de Kampala sur l'axe Kibumba. Décourager les supplétifs venus du Rwanda et d'Ouganda ont fini par déserter, ce qui explique l'échec de l'offensive annoncée par René Abandi sur Kamaoro.
Autre titre d'actualité, c'est la visite officielle du 20 au 20 octobre de la présidente de la Commission de l'Union africaine, la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, sur invitation du chef de l'État Joseph Kabila. Une première visite, il faut le dire, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, signé le 24 février 2013 par les 11 pays de la CIRGL. Un accord signé nécessite un suivi au niveau de son exécution. Voilà qui explique les déplacements de Kinshasa qu'effectuera bientôt la présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame Nkosazana Zuma, en République démocratique du Congo. Cette première visite de la présidente de la Commission de l'Union africaine se situe dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, parrainé par l'ONU et l'Union africaine. Dans plusieurs rapports, l'ONU a accusé le Rwanda et l'Ouganda, comptés parmi les signataires, de soutenir la rébellion mouvement du M23 que l'armée congolaise combat depuis mai 2012 dans la province riche et instable du Nord Kivu. Une visite qui intervient au moment où à Kampala la rébellion veut une amnistie collective de ses combattants pour les faits insurrectionnels de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, et pendant que ces mouvements rebelles continuent à renforcer sa présence dans plusieurs territoires aux grandes dames de la population locale. Au cours de sa visite, la présidente de la Commission de l'Union africaine rencontrera les plus hautes autorités de la RDC. Et la coopération britannique en partenariat avec le ministère de l'Intérieur a organisé ce vendredi la deuxième réunion du comité national de pilotage du programme de redevabilité du secteur de la sécurité et réforme de la police. Le but de ces assises, valider les recommandations prises dans les 3 provinces pilotes du programme SSAPR, au Bas-Congo, au Kasaï occidental et au Sud Kivu. Elles sont au nombre de 4. Toutes des Jeep 4x4 neuves de marque Toyota modèle Hilux. Fruit de la coopération RDC-Grande-Bretagne, le Royaume qui vient en appui technique, logistique et financier dans le cadre de son programme de réforme de la police en République démocratique du Congo, dénommé SSAPR. Un geste important qui vient même conforter la tenue en ce jour de la deuxième réunion du comité de pilotage du programme de redevabilité du secteur de la sécurité et réforme de la police pour une discussion franche, mais surtout y apporter des solutions concrètes au profit de la population pour qui la sécurité est un droit. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec eux politiquement pour voir ce qui a été réalisé et ce qui doit être réalisé. Nous autres, au niveau du Parlement, j'ai intervenu personnellement afin de faire voir aux partenaires l'effort que le Parlement fait afin de mettre en application les lois éditées par le président de la République. Cette réunion tombe aussi à point nommé car elle permettra au pays de s'assurer que le programme britannique puisse relever effectivement les différents défis sécuritaires qui s'opposent aux provinces pilotes du Kasaï occidental, du Sud Kivu et du Bas-Congo. On a déjà des retombées très positives de la part des populations des aires où opèrent ces officiers. La perception de l'officier de police a considérablement changé. La coopération britannique a, à la suite de ce geste, invité le gouvernement de la République de poursuivre ses actions dans cette réforme de la sécurité intérieure de la police et continuer de mettre au premier plan un leadership fort en ce sens. Affaire Abiyarimana, l'Afrique du Sud reste sourde aux requêtes de la justice française d'interroger le général rwandais en exil Kayumba Nyamwasa dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du 6 avril 1994 au Rwanda. Cet ancien homme fort du Front patriotique rwandais a affirmé à RFI en juillet dernier détenir des informations susceptibles d'impliquer le président Paul Kagame dans cette attaque et qu'il était prêt à en parler à un juge français, mais il devra encore attendre. Éric Lukoki. Il s'est toujours dit prêt à apporter toutes les preuves sur l'implication de l'actuel homme fort du régime de Kigali, Paul Kagame, dans l'attentat d'avion de 1994 qui a causé la mort du président Hutu rwandais Juvenal Abiyarimana et déclenché le génocide de près de 800 000 Tutsis. Le général Kayumba Nyamwasa, chef des renseignements militaires du Front patriotique rwandais, la rébellion dirigée par Paul Kagame à l'époque, devra prendre son mal en patience. L'Afrique du Sud, pays de son asile depuis sa brouille avec le numéro 1 rwandais, a refusé au juge antiterroriste français Marc Trévidic de l'interroger à ce sujet.
Ce n'est pas la première fois que le juge Trévidic se heurte au mur sud-africain. Il avait précédemment réclamé l'extradition des Kayumba Nyamwasa pour la France sans succès. Le porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères, interrogé par Radio France Internationale, a renvoyé RFI au ministère de la Justice, habilité, a-t-il expliqué, de s'exprimer à ce propos. L'ambassade française en RCA se refuse à son tour à tout commentaire sur une affaire, dit-elle, en cours d'instruction. Un autre responsable français s'est refusé lui aussi à parler de blocage et affirmé simplement que le délai d'examen d'une commission rogatoire internationale est parfois long et pas seulement en Afrique du Sud, même si cela fait plus d'1 an et demi que cette dernière a été transmise à Pretoria. Si Kayumba Nyamwasa, ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, n'a jamais été inculpé pour son rôle présumé dans l'affaire Abirimana, il est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt. En sport, nous parlons d'abord de la Coupe du Monde des moins de 17 ans avec la victoire des Africains lors de la deuxième journée disputée ce vendredi. Pour un coup d'essai, le Maroc a réalisé un coup de maître pour le premier match de leur histoire dans la compétition en reine des cadets. Les Lionceaux de l'Atlas ont facilement dominé la Croatie 3-1 en ouverture du groupe C. Dans le groupe D, les Aiglons de Carthage ont fait parler leur expérience devant les novices vénézuéliens pour finalement s'imposer par 2-1 contre Sylvie Meya, Valdo Simoyamba. Dans une première période plutôt équilibrée, 3 accélérations africaines ont suffi à plier l'affaire. Omar Arioun centre en retrait pour Karim Akabar qui conclut du gauche à la 27e minute pour le 1-0. Le deuxième est encore signé Akabar au même endroit pour la même conclusion à la 40e minute. Enfin, le troisième coup d'accélérateur est donné par Nabil Jahadi sur l'autre aile. Il surprend le pauvre Marco Maric à la 45e minute pour les 3-0. Peut-être convaincu que le résultat est acquis, les joueurs d'Abdellah El Idrissi tombent dans les pièges croates au retour des vestiaires. Robert réduit l'écart d'un tir croisé juste avant l'heure de jeu. 3-1 sera également le score au terme de cette opposition. Une entrée en matière parfaite avant d'affronter l'Ouzbékistan, alors que les Croates devront réagir face au Panama. Dans l'autre match de la journée, une grossière erreur du gardien vénézuélien offre son premier but à la Tunisie à la 25e minute. Emni Rodriguez manquait totalement sa sortie sur une longue ouverture sur la droite et laissait Chieb Belli s'effrayer un chemin vers le but laissé vacant. Réduit à 10 après l'exclusion du défenseur Sabri Akrou, les Tunisiens vont marquer sur penalty par Mohamed Ben Larbi à la 47e minute. Une initiative lointaine de José Marquez qui trouvait les petits filets d'une frappe du gauche à la 52e minute va mettre fin à une domination stérile du Venezuela. 2-1 les scores au terme de cette rencontre. Le Nigeria, dernier représentant africain à cette fête, entrera en lice ce samedi 19 octobre face au champion du monde, Mexique. Les demi-finales retour de la 10e Coupe de la Confédération se jouent ce week-end sur le continent. Le représentant congolais, le tout-puissant Mazembe, déjà vainqueur à l'aller de l'équipe bamakoise, devra confirmer sa suprématie ce samedi dans son stade de Kamalondo face au stade malien qui a pris connaissance du terrain jeudi. En conférence de presse d'avant-match à Lubumbashi, l'entraîneur Patrice Carteran s'est montré plutôt rassurant. Doudoumbala. Arrivé à Lubumbashi le mercredi 16 octobre dernier, aux alentours des 14h30, le stade malien a effectué ce jeudi sa toute première séance d'entraînement sur les gazons synthétiques du stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo. Une séance de connaissance de terrain, comme l'exige la CAF. Le stadiste à Lubumbashi vont procéder par l'offensive en cherchant à marquer le premier. Oh, la volonté, l'enthousiasme, la générosité, la bonne santé de mes joueurs, je pense que c'est pas mal de qualités que nous possédons et qui peuvent, si on est solide défensivement, qui peuvent sur la durée d'un match peut-être inquiéter le TP. Il suffirait qu'on marque un but avant eux pour que voilà, peut-être le doute s'installe dans leur tête. Avec un défi majeur, celui de s'imposer dans la capitale cuprifère, l'espoir est donc permis. Une option des gagnants n'est pas à exclure, selon l'entraîneur malien. Moi je vais travailler mes joueurs au niveau psychologique pour qu'ils puissent se lâcher et puis que voilà on puisse vraiment donner une bonne réplique au TP et surtout tenter notre chance pour essayer de refaire le retard qu'on a concédé au match aller. La même journée, un peu plus tôt, l'entraîneur des Badiangwena, Patrice Carteran, ici devant la presse, avait fixé l'opinion sur l'esprit avec lequel ses poulains aborderont la rencontre. Mazembe devra éviter des calculs. Le pire ennemi serait d'être dans le calcul et je me refuse à être dans le calcul. C'est pour ça que j'ai envie, à l'image de tout ce qu'on a fait dernièrement, que l'équipe du TP Mazembe soit conquérante à domicile. Une demi-finale retour à suivre ce samedi avec beaucoup d'attention.
Mais il suffit de lire les ambitions des uns et des autres pour mieux comprendre l'enjeu de cette affiche. Une affiche assez favorable pour le corbeau de Lubumbashi.